Mesdames et messieurs, nous vous invitons à vous approcher. Nous allons vous proposer une rencontre extrêmement intéressante et pertinente avec un champion olympique, Edgar Gros-Piron, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui sur un thème intéressant aussi, comment trouver son chemin dans un monde chaotique. Vous allez tout nous expliquer, Edgar, dans un instant. Mais je voudrais qu'on commence avec un petit film on regarde et qui retrace toute votre carrière. Et quelle carrière! Allez, on y va. Mesdames et messieurs, c'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir face à nous un champion olympique. Je vous demande d'applaudir Edgar Gros-Piron. Merci. Merci. Edgar, avant d'entrer dans le vif du sujet de cette conférence, il a été dit à plusieurs reprises par Jean-Claude Killy notamment, mais il veut être champion olympique, ça suffit, le mental, vouloir être champion olympique pour l'être? Alors, en fait, non, bien sûr que ça ne suffit pas. Mais j'ai l'habitude de penser, et peut-être la faiblesse de croire, que si justement on y croit, c'est pas gagné, mais si on n'y croit pas, c'est déjà perdu. Donc, ça commence, on va dire, quand même par là, la conviction qu'on peut avoir. Alors, pas uniquement d'y arriver, parce que ça, c'est assez aléatoire. Hein. Le résultat, le résultat est assez, n'est jamais certain. C'est quand même beaucoup de travail aussi. Hein. Mais justement, c'est du travail. Et c'est là, par contre, la certitude que tu es capable de faire le travail, le job tous les jours pour créer les conditions pour que le jour J, la magie apparaisse. Ça, oui, c'est donc une croyance qui est liée plutôt au travail, ou focaliser sur le travail à faire pour que ça arrive, plutôt que l'espèce de projection un peu improbable que ça y est, j'ai deviné ce qui allait se passer et ça se passera comme ça. Non. Donc voilà, mais je trouve cette force de l'intention qui est vraiment importante. Pour que les choses arrivent, il faut quand même le vouloir. C'est pas par hasard, si je vous ai posé cette question, bien évidemment, c'est en lien avec le sujet de cette conférence, un sujet que vous avez choisi vous-même, puisqu'aujourd'hui vous êtes conférencier, notamment, on vous retrouve régulièrement pour donner des conseils de par votre carrière, magnifique carrière de sportif. Comment trouver son chemin dans un monde chaotique? Alors bien sûr, monde chaotique, on pense au boss, fatalement, mais pourquoi vous avez choisi ce titre-là? D'abord parce que j'ai compris que les visiteurs du salon étaient des gens qui étaient, pour certains, pour beaucoup d'ailleurs, des entrepreneurs, des patrons, des dirigeants, des collaborateurs, et souvent aussi des managers, et que le monde aujourd'hui est un monde chaotique. On vit dans un monde chaotique, pas uniquement parce qu'on est bousculé par les différentes crises qui s'enchaînent, mais surtout parce que le rapport au travail change et qu'il est de plus en plus difficile aujourd'hui de recruter, de motiver, de fidéliser et de fédérer aussi des équipes autour de projets dont on ne perçoit pas toujours le sens. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles c'est difficile, c'est qu'on ne perçoit pas toujours le sens de ce qu'on fait. Et du coup, je trouvais intéressant d'amener ce sujet de la motivation, ce sujet du monde chaotique, et de le confronter, parce que l'idée c'est quand même aussi qu'on confronte nos points de vue avec les gens qui viennent participer à ce salon, c'est-à-dire vous. Cette motivation que vous avez forcément, vous, apprise à adopter, je dirais, par le sport, par le travail à travers le sport, on peut faire le parallèle justement avec l'entreprise? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, je pense qu'il faut deux choses principalement pour réussir. Une compétence qui se développe en permanence, évidemment, surtout quand elle est challengée par les évolutions ou les ruptures technologiques, comme en ce moment on voit avec l'arrivée de l'intelligence artificielle par exemple, et une motivation. Et autant je trouve que la compétence évolue, mais nos motivations aussi évoluent avec le temps. Ce qui nous motivait à 20 ans nous motive plus forcément à 30, et les choses encore évoluent à 40, à 50, et tout au long de sa vie en fait. Et on s'aperçoit que même si ces choses évoluent, les fondamentaux de la motivation demeurent. C'est-à-dire que d'être capable de se projeter dans un avenir qui nous enthousiasme, c'est valable à 20 ans, mais c'est valable aussi à 50, et c'est valable aussi plus tard. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'âge à partir duquel on n'aurait plus le droit de rêver, par exemple. Et donc, les fondamentaux de la motivation restent les mêmes, mais le contenu de cette motivation évolue.
Et c'est là que je trouve intéressant de débattre, parce que justement, là, dans un monde chaotique, fait de haut, de bas, fait de phases d'accélération, de croissance ou de phases de ralentissement, ben on a besoin en permanence de cultiver cette motivation qui est pour moi une énergie, tout simplement, hein, une énergie positive qui va nous permettre d'affronter ces obstacles et bien souvent de les dépasser. Alors vous avez raison, c'est vrai que le monde, comme vous le dites, est chaotique. C'est vrai que la vie, quand on est entrepreneur, ça nous bouscule aussi pas mal. Il y a l'inflation, il y a les problèmes de recrutement, vous les avez évoqués. C'est vrai aussi que quand on vous voit, quand on regarde vos films, quand on vous voit en général, hein, Edgar Groupion, vous avez toujours le sourire, vous avez toujours la banane. Comment on fait pour la booster, notre motivation? Il y a des techniques? Alors, il y a des... oui, alors en fait, plus que des techniques, j'ai envie de dire... la motivation, ça ne se décrète pas. C'est-à-dire, se lever le matin en se disant tout va bien, je vais bien, ça ne suffit pas parce que aux premières difficultés, bien souvent, ça retombe, ça se dégonfle. Donc, plus que des techniques, j'aurais envie de dire qu'il y a des conditions effectivement à réunir, à créer et à réunir et à cultiver. Et ces conditions-là, elles sont... Alors, je vais parler de choses qui peuvent paraître parfois assez... utopique quand on le voit dans le monde de l'entreprise, mais si on creuse un peu, pas tant que ça, il y a une condition, c'est la passion en fait. On va me dire, ouais, mais moi, j'ai jamais fait ce métier par passion. Ok, je veux bien admettre qu'on n'ait pas choisi tel ou tel métier par passion, mais par contre, je pense qu'on peut se passionner pour certaines choses dans son métier. Et là, je peux témoigner parce que moi, j'ai fait du ski parce que le ski me passionnait, mais le ski de boss, pas du tout. Ce qui ne m'a pas empêché de trouver... On ne savait pas forcément ça. Ben ouais. C'est pour ça que je témoigne. C'est que ça ne m'a pas empêché de trouver des choses passionnantes dans le ski de boss. Et ce qui me passionnait dans le ski de boss, c'était la compétition. Enfin, pas la compétition au sens, je vais aller, me bagarrer avec mes adversaires, mais la compétition au sens... une compétition déjà avec soi, ensuite avec ou contre la piste, c'est-à-dire une envie de se dépasser soi-même et de trouver des solutions, des ressources pour aller au-delà de ce que je pense être capable de faire et aussi de valoir. Et je trouve ça passionnant parce qu'on va à la conquête de soi-même, on va à la conquête de son potentiel, on va à la conquête de ses aptitudes et on les développe. Et moi, je trouve ça passionnant. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que cette conquête de son propre potentiel, il peut démarrer dans le ski boss, mais après, il peut se poursuivre dans d'autres métiers. Et donc, n'importe quel métier peut être potentiellement passionnant. C'est juste, non pas le métier tel qu'il est qui nous passionne, mais c'est la manière dont on le conçoit, le rapport, la relation que l'on entretient et qu'on développe avec ce métier qui peut le rendre passionnant et donc stimulant, motivant ou pas en fait. Et c'est là que je trouve que les choses peuvent être intéressantes. Et donc, aller voir le sujet de la passion, créer les conditions, comme je disais, créer les conditions pour faire en sorte que dans ce métier, je trouve des leviers qui me passionnent, c'est une des conditions essentielles. Ensuite, j'ai envie de dire qu'il y a une deuxième condition qui me paraît essentielle, c'est le talent. Ce pourquoi on est vraiment fait, là où on a une valeur, une plus-value, des qualités, des aptitudes, des facilités, c'est ce que j'appelle un talent. Et bien là encore, tous les métiers peuvent me permettre d'exploiter mes talents ou pas. Ça va dépendre, là encore, de la manière dont je vais faire le métier et où je vais mettre mon exigence par rapport à ce métier-là. Je peux vous donner j'allais vous dire, est-ce que vous avez un exemple à nous donner? Oui. Je vais essayer de passer de la théorie à la pratique. Et je vais prendre un exemple que je connais bien, c'est que je suis quelqu'un, on va dire, de plutôt intuitif ou instinctif. Est-ce que c'est un talent? Je ne sais pas, mais c'est en tout cas une manière d'être qui me convient très bien. Et ce côté intuitif, instinctif, m'a permis dans les bosses, par exemple, de skier beaucoup plus rapidement que les autres, parce qu'en gros, je skiais d'abord, je réfléchissais en bas. Pendant que je skiais, je ne perdais pas trop de temps à me dire si
où est-ce que je passe, quelle trajectoire, quel boss, comment je fonçais. Et j'adorais justement skier comme ça, ce qu'on appelle à l'instinct. Voyez ? Et donc, j'en ai fait un point fort, d'ailleurs, dans mon métier de skieur de boss, de cet instinct-là, c'était la vitesse. Et comme j'étais un skieur rapide, du coup, j'étais un skieur spectaculaire, beaucoup plus spectaculaire. Et c'est comme ça que je me suis distingué. Et dans le travail que je faisais avec mes coachs, l'exigence pour progresser, me distinguer encore plus de mes concurrents, de mes adversaires, était calée, cette exigence, sur mes forces. Parce qu'en plus, j'avais aussi des faiblesses, mais plus j'étais bon sur mes forces, plus je compensais mes faiblesses. Et si je transpose au métier que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire prendre la parole devant un parterre de, par exemple, chef d'entreprise, ce qui m'intéresse, ce qui m'anime, c'est d'être pas uniquement dans quelque chose de récité, dans un propos qui est appris par cœur, récité et retranscrit. Oui, c'est votre vécu en fait. Ce qui m'intéresse, c'est le côté impro, où parfois, voilà, il peut y avoir de l'improvisation, essayer de tenir compte du point de vue des gens. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant d'avoir de l'échange. Et donc, et c'est ça qui va me permettre, dans l'exercice des métiers que j'ai pu faire, de m'appuyer sur les forces et les développer. Et en quoi ça, c'est une source extraordinaire de motivation ? C'est qu'en fait, quand on a l'occasion d'exploiter ses forces, ses talents, on prend du plaisir à faire ce qu'on fait, on apprend beaucoup plus vite que la moyenne et pour des résultats assez spectaculaires généralement. Donc faut-il encore mettre cette exigence au bon endroit, et le bon endroit, le trouver chez soi, parce que là encore, on ne nous apprend pas à l'école où sont nos zones de talent, nos zones de génie, nos forces. Ce n'est pas quelque chose qui s'apprend à l'école, c'est quelque chose qui s'apprend dans la vie, et le sport peut être un formidable révélateur de nos talents. Et on n'y pense pas forcément quand on est en entreprise, au sport. Enfin, les deux milieux ne se confrontent pas toujours, en tout cas au niveau de la recherche de la motivation. Vous évoquez justement votre métier de conférencier, de motivateur, je dirais, parce que c'est comme ça qu'on vous qualifie, motivateur. Depuis un peu plus de 20 ans maintenant, vous donnez des conférences, vous en avez donné plus de 1000 à travers la planète, puisque quand on a la chance d'être un champion olympique, on est connu internationalement. Donc ça, c'est un avantage. Comment c'est venu ? C'est des gens qui sont venus vous voir en disant « Mais comment tu fais toi, Edgar ?» Et ça vous a donné l'idée de faire ça ? Ça a commencé par des sponsors qui sponsorisaient l'équipe de France. Et la toute première conférence, entre guillemets, parce que je ne peux pas dire que c'était vraiment une conférence à ce moment-là, mais c'était exactement 4 jours après ma médaille olympique à Albertville. Un sponsor de l'équipe de France avait amené ses meilleurs clients pour justement assister à des épreuves de ces Jeux olympiques. Et ils m'ont dit, Edgar, on aimerait vraiment que tu viennes nous raconter comment tu as gagné les Jeux. Et moi, j'étais très embêté, parce qu'à ce moment-là, je pouvais évidemment raconter de manière un peu chronologique comment les choses s'étaient passées, mais je n'étais pas encore capable à ce moment-là d'analyser. Je n'avais pas encore assez de recul pour analyser, et puis je ne détenais pas non plus la théorie, et donc je ne pouvais pas vraiment bien analyser et sortir les lignes de force pour expliquer très concrètement pourquoi et comment j'avais gagné les Jeux. Tout ça pourquoi ? Parce que d'abord on est souvent la tête dans le guidon, on est le nez sur nos problématiques, on n'a pas ce recul-là. L'analyse, on a besoin de recul et parfois de gens compétents qui nous permettent, qui sont compétents dans leur capacité à nous faire analyser les choses et à les confronter avec d'autres points de vue. Et ça en fait, autrement dit, on est dans une approche assez empirique. Gagner les Jeux Olympiques, il n'y a pas tant de gens. C'est pareil, ça ne s'apprend pas à l'école. Donc, on est beaucoup dans une approche empirique. On avance, on recule, on gagne, on perd. On a des hauts, on a des bas. Et on essaye à chaque fois de capitaliser sur ces expériences-là pour avancer et puis pour finalement se rapprocher le plus près possible de son objectif. Donc, c'est une approche empirique. Et à ce moment-là, c'est comme ça que ça a commencé, parce qu'en fait,
j'ai trouvé d'abord l'exercice super sympa à faire. Et ce qui m'a vraiment surpris, c'est toutes les questions et puis tous les commentaires, les retours, et surtout, et beaucoup de retours positifs après coup. Alors que moi, je trouvais que c'était assez banal ce que je pouvais raconter, parce que ce que j'avais vécu, c'est mon quotidien. Vous êtes sportif de haut niveau, il ne faut pas croire qu'on est des genres de super-héros et qui faisons des choses extraordinaires. Nous, on fait un métier où tous les jours on se lève comme tout le monde. On se lève à 6h30, on va sur la piste à 8h, et puis on skie jusqu'à midi, on fait notre métier, quoi. Et puis quand on rentre du ski, on mange, puis après on se repose 1 heure, et puis après on part à l'entraînement, à la préparation physique, et on va faire de la musculation, tout ça, mais voilà, 8 heures par jour sur les les stages de préparation, 8 heures par jour, 5 jours par semaine, 3 semaines par mois, 10 mois par an, c'est notre job. Et puis, de temps en temps, on est évalué et comparé à d'autres adversaires, à d'autres skieurs. Les skieurs du monde entier, bien sûr, des skieurs qui viennent du monde entier, bien sûr, et ça s'appelle des Coupes du Monde, des Championnats du monde, des Jeux Olympiques. Mais notre métier en soi, il est assez banal, assez routinier même. Parce que, 8 heures par jour, 300 jours par an, vous faites du ski, vous préparez pour être au top, physiquement, techniquement, être là le jour J, présent avec vos plein potentiel, et je ne vois pas vraiment en quoi c'est très différent d'un étudiant qui prépare le bac, d'un manager qui prépare son équipe sur un challenge ou un défi qui est une des contributions, forte sans doute, mais une des contributions à un projet d'entreprise ou à un dirigeant qui souhaite emmener sa boîte à un certain niveau de croissance avec des objectifs. Et il ne le fait pas tout seul, l'athlète non plus, donc c'est aussi... C'est ça, j'allais vous dire, parce que quand vous êtes champion olympique, vous êtes dans une équipe, c'est l'équipe de France, en plus de France, donc ça donne des responsabilités, effectivement. Mais pour faire le parallèle avec l'entreprise, effectivement, on ne fait pas, ce que vous disiez à l'instant, on ne fait pas les choses tout seul. Donc là, on est en équipe, donc on se doit d'être un élément de cette équipe. Dans une entreprise, c'est la même chose. Exactement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on fait un sport individuel, mais on ne réussit pas tout seul. Et j'aurais tendance à comparer l'athlète souvent un peu dans l'entreprise, c'est soit le patron, soit dans l'équipe commerciale, c'est le commercial, quoi. C'est-à-dire que le commercial est à son entreprise, ce que l'athlète est à l'équipe de France. C'est-à-dire celui qui, à un moment donné, va concrétiser de manière très tangible une médaille pour l'athlète et un chiffre d'affaires ou un contrat remporté pour le commercial. Donc va concrétiser le travail d'une équipe, d'un collectif, parce qu'il ne faut pas croire qu'un athlète arrive dans le portillon de départ en ayant tout fait tout seul, en s'étant entraîné tout seul, en s'étant préparé physiquement tout seul, en s'étant préparé mentalement tout seul, en ayant préparé son matériel tout seul, en ayant fabriqué son matériel. Je veux dire, non, c'est fini ce temps-là. Je veux dire, on ne construit pas nos skis, on ne farte pas, on n'affûte pas nos skis, on ne bâtit pas des plans de préparation physique sur 1, 2, 3 ans. Moi, je ne suis absolument pas compétent pour ça. Et donc, je le délègue à des gens dont je sais la qualité, les compétences, et que ces gens-là ont des qualités et des compétences qui sont au niveau, en fait, des objectifs qui sont les miens. C'est-à-dire que, effectivement, je veux avoir disposé, si possible, parce que je ne le choisis pas, c'est l'équipe de France qui l'apporte, le meilleur entraîneur du monde. Parce que je veux être le meilleur du monde. Et je ne peux pas être le meilleur du monde avec un entraîneur qui est mauvais. Et c'est la même chose en entreprise. Je ne peux pas atteindre des objectifs d'excellence avec des managers qui sont mauvais, avec des gens qui n'y croient pas, avec des dirigeants, pourquoi pas, qui jouent petit bras, qui n'osent pas prendre des décisions parfois un peu musclées, ou des managers qui n'osent pas cadrer le jeu, qui n'osent pas cadrer l'exercice ou recadrer des hors-jeux. Voilà, si dans les commerciaux, tu en as qui font un petit peu n'importe quoi, et puis d'autres qui suivent les règles, par exemple. Et donc, je trouve beaucoup de parallèles, en fait, entre le monde de l'entreprise et le monde du sport. Un chef d'entreprise me disait un jour, si ma boîte a marché, c'est parce qu'elle
j'ai choisi des collaborateurs qui sont meilleurs que moi. C'est un peu ça? C'est exactement ça. C'est-à-dire que chacun doit être excellent dans son domaine. Moi, je ne suis pas entraîneur, mais je veux avoir le meilleur entraîneur du monde. Et sur sa partie, je ne serai jamais aussi bon que lui. Et inversement, mon entraîneur, je l'explose en ski. Même si, et c'était un jeu qu'il y avait d'ailleurs avec Nano Pourtier qui était mon entraîneur. Nano Pourtier était entraîneur et capitaine de l'équipe de France, donc le patron de l'ensemble des coachs aussi, et de la préparation physique, mentale, technique. Bref, c'était vraiment le patron. Et Nano, à chaque fois que je gagnais une course, une Coupe du Monde ou un championnat du monde, me disait t'as de la chance, j'ai pas pris le départ. Je lui répondais toujours mais heureusement que tu l'as pas pris, sinon tu aurais pris une raclée. Et c'était un jeu qu'il y avait entre nous et j'adorais jouer ce jeu-là parce que en fait, quand il me disait ça, ça voulait dire une chose qui était très simple, c'est que l'élève n'a pas encore dépassé le maître. Nano Pourtier était triple champion du monde de ski de boss, mais c'était pas à la même époque. Vous voyez ? Mais le fait de me dire ça, c'était une façon de me dire t'es pas arrivé. Et moi, je suis là pour t'aider et créer les conditions pour que tu y arrives. Mais voilà, tant que j'aurais pas décidé que tu es arrivé, voilà, tu as encore du chemin à faire. Et je trouvais ce rapport avec Nano super stimulant. Parce qu'effectivement, il avait raison. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans le sport, tant que tu n'as pas claqué la porte et que tu n'as pas quitté l'équipe et que tu ne passes pas à autre chose, l'aventure, elle n'est jamais terminée. Tous les matins, on remet les compteurs à zéro. C'est ça, c'est un éternel recommencement. C'est tous les jours. Voilà, il faut être capable, il faut avoir cette humilité de se dire aujourd'hui je repars, même si je suis champion du monde, je repars et je remets mon titre en jeu. Et donc, je considère que ce titre, il faut que je retourne le conquérir. Et ça, c'est très dur parce que vous venez d'être champion du monde, vous êtes super heureux, super satisfait. Et à un moment donné, vous avez envie aussi de profiter de la plus-value que vous apporte ce titre. Il faut le remettre en jeu. Et en même temps, si on se rate, si on se loupe, c'est pas grave. Alors, ça dépend. Parce que si vous vous ratez sur les grosses échéances, il y a une énorme frustration. Vous avez le sentiment que tout le travail qui a été fourni jusque-là est à foutre à la poubelle. Et pas non seulement le vôtre, mais aussi celui de ceux qui vous ont amené là. Donc ce travail collectif, à un moment donné, c'est une frustration personnelle, mais c'est aussi une frustration collective. Et cette frustration-là, il faut la gérer en fait. C'est là où intervient le motivateur en fait, ouais. Où il faut booster sa motivation. Ben, c'est là où vous vous rendez compte que la motivation, elle vient pas non plus seule. Et que la manière de traiter en fait un échec, elle est déterminante, elle est capitale sur la dynamique pour la suite. Et moi, vous savez, humainement parlant, ça peut se comprendre. Hein. Quand vous réussissez quelque chose, vous avez envie de prendre l'énergie et de prendre les lauriers et de prendre la lumière. Et puis humainement, et c'est normal et ça se comprend, quand ça merde, vous avez envie de vous défausser, vous trouvez des excuses. Mais si vous voulez entretenir la dynamique, ça ne va pas marcher. La seule chose à faire si vous voulez entretenir la dynamique, c'est dire quand ça gagne que c'est grâce aux autres et quand ça perd que c'est de sa faute. C'est-à-dire que je suis le premier, quand ça merde, hein, je suis le premier responsable du marasme. Et à partir de là, retrouver l'équipe à qui tu rendais compte. Et moi, je disais toujours, ça a coincé, je ne sais pas où. Maintenant, je vais avoir besoin de votre soutien pour comprendre où ça a coincé pour ne pas reproduire la même erreur. Et ensuite, on va travailler pour justement s'améliorer, revenir plus fort. Et quand vous faites ça, évidemment, c'est pas agréable parce que vous devez assumer. Vous assumez un échec, c'est pas agréable. C'est plus dur. En plus, vous n'avez pas forcément l'énergie et la lucidité pour le faire. Mais vous créez ou entretenez cette dynamique et les gens, moi j'ai vu ça, des coachs, me dire, écoute Edgar, peut-être que nous aussi, à certains moments, à certains endroits, on n'a pas été bon et on peut être meilleur. Donc nous aussi, on va se remettre en question,
on va chercher les points de progrès, on ne va pas reproduire les mêmes erreurs et on va t'amener un meilleur soutien, un meilleur service et on va être meilleur, on va être plus fort. Et donc, à partir du moment où tout le monde, en fait, tout ce microcosme, cette organisation est capable de se remettre en question, trouver des solutions pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, eh ben, c'est le système qui gagne et c'est la dynamique qui s'amplifie. Pour revenir sur les conférences que vous donnez, Edgar, à travers le monde, les chefs d'entreprise qui viennent vous voir, vous solliciter, parce que peut-être ils ont besoin, ou ils viennent vous solliciter justement parce qu'ils ont besoin de booster leur équipe à un moment donné, ça en fait partie? Ça en fait partie, oui, évidemment, parce que, alors d'abord, la difficulté d'un chef d'entreprise, souvent c'est la solitude. Être confronté à cette solitude-là, donc et il ne peut pas forcément pour tout un tas de décisions, tout un tas de réflexions qu'il a en amont d'une prise de décision, se confier à son board ou à son équipe ou à son codir. Parfois, il a besoin d'avoir un point de vue ou une personne qui est complètement à l'extérieur et qui va l'aider justement à mûrir la réflexion avant de prendre la décision. Donc, en se faisant, ils se sentent moins seuls. Et après, pour les équipes, évidemment. En fait, ce qu'il faut quand même se rendre compte, c'est qu'un athlète ne performe pas seul. Un athlète n'est que le produit du management qu'il reçoit. Et ce management, il n'est pas uniquement celui lié au coach. Il est, depuis tout gamin, le produit du management qu'ont eu ses parents sur lui, ensuite ses enseignants, puis ses entraîneurs, et enfin ses coachs, et en équipe de France. Et donc on n'arrive pas là, je veux dire, on ne naît pas champion. On se construit progressivement, et ça c'était peut-être après les passions et les talents, le troisième pilier de la motivation qu'on peut aborder. Il se construit progressivement sur des valeurs qui vont l'amener jusqu'au plus haut niveau. Et donc, nous ne sommes, les athlètes, que le produit, en fait, du regard positif qu'ont pu avoir nos parents sur nous et notre projet, qu'ont pu avoir nos enseignants sur nous et notre projet, qu'ont pu avoir nos entraîneurs sur nous et notre projet. Et le problème, c'est que tout n'est pas toujours aligné. Moi, j'ai eu des parents qui ont eu un regard plutôt positif, bienveillant, mais exigeant aussi sur moi et mon projet de skieur. Mais j'ai eu des enseignants qui ont eu une vision extrêmement négative de mon projet et de moi par rapport à mon projet, parce que je voulais être skieur. Et quand je me suis pointé un jour devant la conseillère d'orientation du collège où j'étais quand j'avais 12 ans, et qu'elle me dit « Gros Piron, 17 ans ski de boss et 3 en maths, il va falloir vous y mettre », si vous voyez ce que je veux dire. Et moi, 17 et 3, ça fait 20. Hein. Ouais, mais moi je lui ai dit « Mais madame, moi je veux faire du ski, quoi ». Elle m'a dit « Mais c'est pas comme ça que vous allez vous en sortir ». Elle me dit « Je lui dis « Mais si, moi je vais être champion du monde ». Elle m'a dit « Mais Gros Piron, c'est pas un métier le ski de boss, donc vous sortez et puis voilà, vous allez bosser sur les maths, quoi ». Mais ça vous a pas démotivé? Non, parce que vis-à-vis d'elle, j'étais dans une motivation de revanche. Enfin, je ne me suis pas construit, et c'est là où les valeurs sont intéressantes, c'est que je ne me suis pas construit, en adéquation avec cette façon de penser, cette philosophie où il faut s'améliorer là où on est mauvais, tout en oubliant de capitaliser là où on est bon. Et je me suis construit en adéquation avec l'éducation que j'ai reçue de la part de mes parents et puis celle que j'ai reçue aussi alors c'est plus une éducation, mais le management que j'ai reçu de la part de mes entraîneurs. Qui, en gros, je me suis construit en adéquation avec les gens qui croyaient en moi et en opposition avec ceux qui ne croyaient pas en moi. Et cette double énergie de l'adéquation, du regard positif et puis de l'opposition, de la revanche, cette double énergie a été utile pour aller chercher ce que j'avais à aller chercher. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que souvent il y a des chefs d'entreprise, surtout quand ça marche, disent à leur équipe on a réussi, on est une famille. En fait, le parallèle avec les parents, il est là aussi. Quelque part, l'entreprise doit apporter, comme les parents, la sécurité aussi.
derrière? Alors, une forme de sécurité. Alors, pour parler de sécurité, moi, c'est marrant parce que c'était un double jeu d'exigence et de sécurité. D'exigence, alors pas de bienveillance, mais en tout cas de sécurité. Parce qu'à 14 ans, mes parents m'ont dit « Edgar, tu fais un choix maintenant parce que bon, ça va bien, le ski, tout ça, c'est sympa. Les études, on voit que c'est quand même plus compliqué. Donc, il faut que tu choisisses maintenant. » Et j'ai dit à mon père, j'ai dit « Je veux faire du ski. » Et il m'a dit « Tu as intérêt à réussir parce qu'à 18 ans, on te fout dehors. » Et du coup, je me tourne vers ma mère, je lui fais pas cool. Et ma mère me dit non, pas cool, mais en tout cas, voilà, c'est le truc. Mais on va aussi réfléchir au plan B. Donc j'ai eu un père exigeant sur un projet qui était le mien. Parce que je dis un projet, parce qu'à ce moment-là, c'était vraiment un projet, je vais vous dire pourquoi. Et une mère, d'une certaine manière bienveillante et protectrice, parce avec elle, je parlais du plan B, quoi. Qu'est-ce qui se passe si jamais j'atteins pas mes objectifs, je me blesse ou je me fais sortir de l'équipe? Pourquoi c'était un projet? Tout simplement parce que, en fait, j'ai pas choisi le ski par hasard. C'est parce qu'en fait, moi, depuis tout gamin, je mange, je bois, je dors ski. C'est la passion que vous évoquiez au début de cette... J'ai la passion pour le ski et le fait de pouvoir, traduire mon rêve de gosse en un projet à l'âge de 14 ans. Et c'était véritablement un projet parce que le projet, c'est simple. C'est c'est la différence du rêve qui est complètement utopique. Là, il y a un métier, skieur de boss. Il y a une échéance, 18 ans. C'est mon père qui l'a fixé, c'est pas moi. Et il y a un niveau à atteindre. Et là encore, c'est pas mon père. Mon père m'a dit, tu as intérêt à réussir. Vous allez voir la subtilité. C'est que mon père me dit, tu as intérêt à réussir. Pour moi, réussir, ça veut dire être le meilleur du monde. C'était mon rêve de gosse. Mais pour mon père, et à ce moment-là, je ne lui ai pas demandé, je ne savais pas ce que c'était. Et à 18 ans, dans mon interprétation de la réussite, je n'avais pas réussi. J'étais numéro 3 mondial. C'était pas mal, hein, mais je n'étais pas à l'objectif, clairement. Et pour moi, j'étais en échec. Et quand je suis rentré à la maison, mon père me dit c'est super, tu as réussi, maintenant tu dégages, quoi. Et je lui dis attends. Pourquoi tu dis que j'ai réussi? Je dis moi, j'ai pas réussi, je suis pas numéro 1 mondial, je suis numéro 3 et c'est pas l'objectif. Et il me dit non mais attends, pour moi, oui, tu as réussi. Je lui dis ok, c'est quoi ton critère? Il me dit tu arrives à en vivre de ton sport. Je fais ah oui, c'est vrai, j'ai des sponsors, je gagne de l'argent grâce à mes primes de course. J'arrive à en vivre. Il me dit pour moi, et c'était l'objectif que moi j'avais pour toi, c'était que tu arrives à en vivre. Donc pour moi, tu as réussi. Et là, je lui dis tu me fous dehors. Et c'est là qu'il m'a dit si tu veux rester, tu payes un loyer. J'ai payé un loyer. Ah oui, quand même. C'est dur. Hein. J'ai assumé mon choix. Le choix que j'avais fait à 14 ans. À 18 ans, c'était soit je partais, parce que j'étais capable de m'assumer, soit si je restais, je payais un loyer, c'est-à-dire j'étais capable de m'assumer. Et ça fait chier, payer un loyer. Ça pique un peu. Hein. Je vous avouerai, quand vous faites un chèque à vos parents pour la chambre de gosse que vous occupez, ça pique un peu, hein, quand même. Mais je veux dire, c'est responsabilisant. Oui, en tout cas, c'est votre motivation. On revient à la motivation, mais c'est ça qui c'est votre chemin de vie, en fait, la motivation, finalement. Oui, disons que c'est un véritable sujet, la motivation. Et pour revenir nous recentrer sur le salon des services à la personne et cette conférence que vous avez choisi d'appeler Comment trouver son chemin dans un monde chaotique, qu'est-ce que vous diriez à ces chefs d'entreprise qui se lancent aujourd'hui dans les services à la personne, sachant qu'ils vont avoir besoin de plus en plus de monde, c'est de plus en plus compliqué de recruter, que les salaires ne sont pas forcément toujours à la hauteur et qu'on n'est pas toujours aidé tous les jours? Je dirais que la première chose, c'est de trouver le sens dans ce qu'on fait. Ça, c'est un pilier de motivation absolument énorme, de trouver le sens dans ce qu'on fait. Et honnêtement, je vais rester quand même très humble. Hein. Moi, je suis un sportif et ce que je fais n'est qu'un jeu. Je n'agis pas comme vous agissez sur la vie des gens et leur bien-être. Et leur bien-être
dans la durée. Donc, je veux dire, on pourrait dire que donner du sens quand vous êtes skieur de boss et quand vous travaillez au service des personnes âgées, nous, on fait un truc assez futile quand même. Donc, j'aurais tendance à dire que vous avez une chance extraordinaire parce que pour vous donner du sens, à la fois dans ce que vous faites, à votre job, mais aussi dans la manière dont vous le concevez pour votre boîte, vos équipes, on peut dire que, je ne dis pas que c'est tout trouvé, mais on peut dire que là, vous avez de la matière à réfléchir sur quel sens donner à ce que vous faites. Donc ça, c'est plutôt quand même une chance. Parce qu'un métier n'est motivant qu'à partir du moment où il a un sens. On arrive à lui donner du sens. Ce que l'on entend depuis ce matin, c'est que la plupart des gens qui se lancent dans ces métiers-là, c'est par motivation justement, c'est par envie de faire le bien aussi auprès d'autres personnes, de donner à d'autres. Exactement. Le sens, c'est toujours un sens lié à une contribution qu'on a envie d'apporter à ce monde qui nous entoure. Ce n'est pas un sens pour être servi. En tout cas, c'est un sens pour servir d'abord et après, on est servi en retour. Il est toujours là, c'est le sens d'une contribution, donc qui va de soi vers l'autre, évidemment, ou les autres. Et donc, je veux dire, pour un skieur de boss, vous vous dites, ouais, mais il est où le sens ? Et si tu n'arrives pas à remonter jusqu'à, pourquoi je fais ça ? Je fais ça pour gagner, mais pourquoi tu fais ça pour gagner ? Tu fais ça pour gagner parce que tu as envie d'exister. Et pourquoi tu as envie d'exister ? Parce que tu as envie d'inspirer. Et puis pourquoi tu as envie d'inspirer ? Parce que tu as envie de donner du bonheur, du plaisir aux gens. Et là, tu commences à trouver du sens de ce à quoi tu vas servir. Et donc vers l'extérieur, donner du bonheur aux gens qui te soutiennent, qui t'encouragent. Tu vois, quand tu arrives à toucher ça, il faut quand même creuser un peu, quoi. Là, je le fais, c'est facile. Mais c'est une réflexion qui nécessite non seulement d'en prendre conscience. Quand vous avez 17, 18 ans, franchement, vous pensez à autre chose. Mais quand vous êtes, c'est nécessaire quand même de le faire. Et puis, c'est nécessaire aussi, et c'est là qu'en fait, on peut perdre le sens, c'est que c'est nécessaire de le cultiver parce que la pression d'enjeu qui s'exerce sur un métier, quel qu'il soit, et la pression d'enjeu, elle peut être financière, elle peut être de l'ordre du regard, elle peut être de l'ordre des enjeux de réussite qu'on peut avoir. Bref, cette pression d'enjeu qui s'exerce peut très vite nous faire perdre le sens, nous faire perdre la passion, nous faire perdre de vue qu'on a un talent et qu'il faudrait continuer à le travailler. Au lieu de ça, on va essayer de s'améliorer là où on n'est pas bon, et nous faire perdre de vue aussi nos valeurs. Et ça, quand on a perdu de vue le sens, la passion, le talent, les valeurs, on ne peut plus fédérer. On n'arrive plus à fédérer les gens. Et quand on n'arrive plus à fédérer les gens, on accumule les problèmes et les difficultés. Et on se met et je disais ça ce matin à des gens, ce que j'ai trouvé absolument fantastique chez mon entraîneur, Nanou Pourtier, c'est qu'il n'était pas là pour résoudre mes problèmes. Son job, c'est pas de résoudre des problèmes. Pourtant, c'est le patron. Guillaume, tu sais ce que c'est ? Son job, c'est pas de résoudre des problèmes. Son job, c'est de manager des gens qui ont des problèmes et de les aider à résoudre leurs problèmes. Par eux-mêmes, finalement. C'est eux-mêmes qui vont trouver la solution. Et c'est là la force, je trouve, d'un super manager. C'est qu'il distingue le problème du collaborateur ou du skieur et le problème que lui pose le skieur. Et cette distinction-là, sous pression, elle peut vite te faire perdre entre guillemets les pédales. Et toi, tu vas te dire, attends, ton problème, je vais le prendre en charge, on va gérer le truc, je vais t'amener la solution, et tu vas passer au suivant. Et non. Parce que si tu fais ça, tu me dépossèdes d'une occasion fantastique que j'ai de progresser et de grandir. Et donc, quand tu perds de vue le sens, la passion, les valeurs, les forces, les talents qui sont les tiennes, tu peux vite faire ce genre d'erreurs et qui sont assez insidieuses, qui ne se voient pas beaucoup parce qu'il n'y a pas une grande différence entre gérer un problème et gérer des gens qui ont un problème. Tu veux prendre des raccourcis, tu prends le problème à ta charge, tu amènes les solutions, mais les gens ne progressent pas. Et toi, tu le fais une fois, deux fois, et puis après, les gens prennent l'habitude de t'amener leurs problèmes, ils ne t'amènent pas de solution, et tu deviens
submergé par les problèmes et les difficultés. Et c'est là que, du coup, ton organisation se dégrade, quoi. Et ses performances se dégradent surtout. Donc je retiens en guise de conclusion 3 mots pour répondre à votre question comment trouver son chemin dans un monde chaotique. Donc 3 mots, motivation, sens, valeur. Ça vous va, Edgar Gros-Piron? Ça me va. Ouais, merci. Ça fait merci une à bonne vous. synthèse. Merci à vous, mesdames et messieurs. Edgar Merci Gros-Piron. beaucoup. Merci. Je vous le rends, juste le temps de faire un selfie. Je profite de ma position privilégiée.